Je vais rapidement faire une petite présentation de Clarisse pour que vous compreniez mieux un petit peu comment elle agit. C'est une femme de l'ombre. Clarisse, c'est très difficile de trouver des informations sur elle. Vous allez comprendre pourquoi. Et pourtant, elle fait l'actualité. Là aussi, on en parlera. Clarisse est à la tête d'Influence et Stratégie, qui est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la communication avec les médias. Son univers, vous l'aurez compris, c'est le lobbying, l'influence et la stratégie. Elle dit d'ailleurs, il est peu valorisant de se reconnaître influencé par quelqu'un ou par quelque chose, mais paradoxalement, il est devenu très prisé d'être influenceur. On va regarder ça ensemble, bien évidemment, vous allez nous commenter. Vous dites aussi, influencer, c'est faire évoluer. Sans influence, il n'y a pas de société humaine. C'est par l'influence des autres que l'on se construit soi-même. Et c'est par l'influence des autres que l'on... c'est la multiplicité de ces influences qui construit et fait évoluer le monde. Clarisse, elle a toujours aimé deux choses. Les médias et les hommes politiques. Petite, elle consacre dans un cahier entier des articles qu'elle colle minutieusement, tout ce qu'elle peut lire dans les journaux qui l'intéressent. Puis très vite, eh bien, ce sont ses propres articles qui vont paraître. Avant de mieux comprendre ce qu'est l'influence et comment elle fait partie de votre quotidien professionnel, revenons à votre parcours. Quand on a préparé l'entretien ensemble, j'étais un peu bluffée par en fait cette ascension que vous avez réalisée, comment vous avez construit aussi votre parcours. Clarisse, en fait, c'est une autodidacte. Donc, une boulimique de travail. Vous montez à 18 ans à Paris, on dit toujours on monte à la capitale, voilà. Vous étudiez à la Sorbonne, la suite, vous nous la partagez? Bonjour Anne-Marie. Tout ce que vous venez de dire est effectivement juste. C'est surtout un parcours d'autodidacte. Voilà, hein. Alors je sais, je suis face à des étudiants et j'admire beaucoup aujourd'hui toutes ces écoles qui permettent en fait d'apprendre et puis de faire des rencontres aussi. Donc moi, j'étais une passionnée de médias et depuis l'enfance vraiment. Et j'ai toujours eu envie de travailler dans les médias. Il se trouve que j'ai rencontré à l'âge de 14 ans, mais totalement par hasard au Havre, parce que j'étais havraise, Maryse Gildas, qui est devenue ma marraine de métier, en fait. C'était l'épouse de Philippe Gildas, elle était sur Europe 1 pendant 40 ans, et elle est toujours ma marraine, et on se voit toujours. Et c'est elle qui m'a ouvert les portes d'Europe 1. En fait, voilà. Et j'ai commencé par faire un stage à Europe 1, puis un deuxième, puis avec Canal Plus démarré, donc je faisais un stage aussi à Canal Plus, enfin voilà, et j'ai rencontré du monde, et c'est comme ça que je suis arrivée à la 20th Century Fox, toujours pour faire un stage, que j'étais au service de presse, donc j'ai découvert vraiment le service de presse, les médias, comment on faisait en fait pour nourrir les médias. J'ai découvert la 20th Century Fox, et je suis restée 3 ans chez eux. Quand je leur ai dit que je voulais monter ma boîte, ils m'ont dit mais on sera ton premier client, donc c'est une belle histoire. Oui, vous démarrez quand même votre première agence très tôt. Oui, à 23 ans, voilà. Alors, dans les échanges aussi, vous m'avez dit, j'ai appris à être la stagiaire des stagiaires. Ah oui, bah c'était vraiment ça au début à Europe 1, à Canal+. À Canal+, c'était assez drôle, c'était le premier téléachat, la boutique de Canal+. C'était d'ailleurs encrypté. Bon, maintenant, les téléachats, il y en a sur toutes les chaînes. Il y a même des chaînes spécialisées. Et donc, on vendait de tout. Donc, quand on vendait une râpe à fromage, ben, j'allais chercher de l'emmental au Monoprix sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc, et alors, progressivement, vous avez Laurent Boyer aussi qui vous a recommandé. Oui. Enfin, c'est vraiment une conjonction de rencontres qui sont importantes. Enfin, des rencontres professionnellement, créer son réseau, c'est quand même un élément fort pour pouvoir c'est un élément fort et c'est le réseau avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui, des réseaux sociaux et aujourd'hui, c'est vrai que le monde est connecté et je suppose que vos étudiants le sont et ils ont raison de l'être et il le faut. En tout cas, il faut qu'ils aillent vers les domaines en fait qui les intéressent en se connectant aux fiches des personnes qui sont influentes dans ces domaines. Mais pour moi aussi, c'est une histoire de rencontre. Donc en fait, à Europe 1, je rencontre les animateurs, les journalistes. Il se trouve que vraiment dans un escalier, Laurent Boyer, avec qui j'avais sympathisé, me dit mais tiens Clarisse, je sais que tu finis ton stage là à Europe, j'ai
vu sur mon répondeur la Toine du Centurifox, il cherche une stagiaire au service de presse et je lui dis c'est quoi le service de presse? Mais je les ai appelés tout de suite et 2 jours après j'étais chez eux. Et ça m'a passionnée. Voilà. Après, vous êtes tombé dans le chaudron et là, mais vraiment, vraiment. Alors, vous avez donc un ancrage média, vous avez aussi un fort ancrage politique. Vous êtes même élu, donc voilà, vous êtes impliqué dans la vie citoyenne. Vous avez aussi aidé un certain nombre de personnalités, on va voir d'ailleurs au fil des échanges. Vous avez accompagné Valérie Pécresse, vous avez également accompagné Pierre-Yves Bournazel. On accompagne toujours. Que vous accompagnez toujours. Oui. Vous expliquez un petit peu comment ça se passe? Oui, alors, bon, ma passion pour la politique en général, pour l'investissement citoyen dans la politique, ça, elle est née je pense, de mon père, avec qui je suivais tous les débats politiques dès ma plus tendre enfance. Donc ça, c'est une chose. Après, travailler avec eux, c'était encore une autre chose, quoi. Et c'est vrai que le premier avec lequel j'ai travaillé, c'est Pierre-Yves Bournazel, dès 2008-2009, que j'avais contacté, en fait, dans un dossier que j'avais à l'agence, un dossier que j'ai très, très longtemps eu, qui est l'ouverture des magasins le dimanche. Et en fait, on avait plusieurs dossiers qui concernaient Usine Center, à Vélizy, Villacoublay, qui concernait plein de campagnes à Marseille, mais aussi on avait une grosse problématique sur la rue des Francs-Bourgeois qui était ouverte le dimanche depuis déjà, je pense, une vingtaine d'années. C'était dans tous les guides du monde entier. Et en fait, il y avait l'inspection du travail qui ne voulait plus en fait que ces magasins ouvrent le dimanche. Et j'avais contacté en fait Françoise de Panafieux à l'époque et Pierre-Yves Bournazel travaillait avec elle. Et puis très vite, il est devenu élu. Nous avons travaillé ensemble. C'est avec lui qu'en fait j'ai commencé ce parcours politique. Et c'est vrai que j'ai dirigé toutes ces campagnes, mais ça c'était en dehors de l'agence, mais c'est très complémentaire. Et en 2015, grâce à lui d'ailleurs, mais je connaissais déjà très bien Valérie Pécresse depuis longtemps, qui m'avait toujours encouragée même à être élue. Et donc je suis devenue la directrice de campagne de Valérie Pécresse pour Paris, parce que c'était Patrick Stefanini pour l'Île-de-France, pour Paris. Pierre-Yves Bournazel était tête de liste. Bon alors là c'est un boulot 24 heures sur 24, donc voilà. Et ça ne concerne pas que les médias, loin de là. Ça, il faut animer des équipes de militants. Il faut bien sûr voir tous les documents de campagne, imaginer les réunions, faire des médias pour la tête de liste Paris, etc. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé m'occuper d'elle. Et aujourd'hui, l'activité politique de l'agence, c'est à peu près 50%. Donc nous accompagnons en fait des personnalités. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'on ne les accompagne pas du tout toutes de la même façon. En fait, il faut d'abord comprendre ce qu'elles veulent. Nous faisons du sur-mesure tout le temps et il faut faire du sur-mesure. En matière de communication, si vous faites des copier-coller, ça devient ridicule. Donc en fait, vous avez des personnes qui veulent devenir députés ou des personnes qui sont maires et qui veulent être autre chose, même ministres ou autre. Et en fait, voilà, on est dans le secret. En fait, on est dans le secret de leurs envies, de leurs rêves, et on déroule en fait une stratégie pour qu'ils arrivent à leur fin. Et donc, vous les accompagnez, vous dites c'est du 24 heures sur 24, c'est aussi savoir gérer les communications de crise, savoir rebondir, prendre la parole. Alors, vous ne la prenez pas directement, vous êtes dans l'ombre, vous êtes un peu le spin doctor aussi? Et on dit ça, notamment aux États-Unis. Ouais. Mais c'est vrai qu'on prend rarement... Ce que je fais là aujourd'hui avec vous, c'est vraiment très exceptionnel parce que ça ne m'arrive jamais. Mais oui, on est dans l'ombre et bien sûr, on fait passer des messages. Mais évidemment, on fait beaucoup passer de messages aussi en off, notamment aux journalistes, quoi, pour construire en fait, pour construire l'histoire. Après, notre personnalité, elle arrive sur un plateau télé, elle sait ce qu'elle a à dire. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de choses aussi qui émanent de cette personnalité. Mais simplement, nous, on construit, en fait, c'est un fil rouge. Voilà, on déroule une stratégie pour qu'elle ait une notoriété plus forte, pour qu'elle soit identifiée sur certains sujets. Voilà, tout ça selon ses ambitions, en fait. Oui, c'est ça. Il faut aussi bien connaître tous les sujets. Je pense que ça demande aussi
d'absorber beaucoup d'informations, de les digérer, de les analyser, de faire des notes de synthèse aussi. Enfin, il y a un gros travail derrière, très probablement. Il y a un gros travail, en fait, c'est tout le temps, il faut se nourrir tout le temps de tout ce qui passe. Bon, c'est vrai que la politique, depuis 2017, est en pleine recomposition. On va même dire peut-être que la décomposition n'est pas totalement terminée, que la recomposition est peut-être un petit peu en marche, mais ça va durer des années. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des jeux politiques qui se mettent en place et tout. C'est aussi obtenir des informations totalement confidentielles, mais pas pour les ressortir de manière publique, simplement pour comprendre ce qui se passe en coulisses et donc mieux orienter nos clients. Oui, parce qu'en fait, ça reste des clients. Hein, ce sont des clients. Personnalités, des personnages politiques. Alors, ça reste des clients, enfin, mais... C'est comme un produit, finalement. Oui, mais c'est de la matière humaine. Donc c'est de la matière humaine et très souvent, ils deviennent des amis ou des proches. Vous savez, quand vous vivez un peu 24 heures sur 24 avec eux, ils peuvent vous appeler à 11 heures du soir ou vous les appelez à 11 heures du soir ou à 7 heures du matin parce qu'il se passe quelque chose sur leur territoire et qu'il faut réagir vite, ou au contraire parce qu'il se passe quelque chose et qu'il ne faut pas réagir. Donc en fait, vous les informez en permanence, eux vous informent aussi, donc vous êtes joignable pour eux, donc forcément vous connaissez leur vie et puis voilà, le plus souvent on est très proche, quoi, forcément. Et puis on est informé aujourd'hui 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais, 7 jours sur 7, donc il faut savoir rebondir sur un fait d'actualité, mais on répond rarement maintenant à chaud, enfin, il faut vraiment préparer son discours, le wording est important. Ça demande quand même une stratégie rapide, mais ça demande des stratégies rapides, mais en fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas répondre parce que il y a parfois de la provocation aussi. Puis il y a des choses sur lesquelles il faut réagir vite. Quand vous avez un événement, par exemple, on s'occupe de plusieurs maires d'arrondissement. Quand vous avez un événement qui se passe dans un arrondissement. Bon, il faut. Je me souviens de la période des Gilets jaunes, par exemple, où quand même, voilà, il se passait des choses assez graves dans Paris. Donc mes clients étaient appelés sur les plateaux télé, il fallait réagir très vite sur les messages. Parfois on annulait le plateau et c'était un duplex, etc. Donc en fait, faut vraiment s'adapter. En fait, c'est un métier où à la fois, il faut voir loin pour la personne ou pour l'entreprise. On travaille aussi pour des entreprises ou pour des causes. Mais en même temps, faut adapter toujours. On connaît l'objectif final, qui peut bien sûr changer, parce que voilà, là aussi, on est humain et il peut changer l'objectif final. Mais en fait, on établit une stratégie à la base, mais qui peut forcément prendre des chemins différents en fonction de ce qui se passe. Alors, vous dites aussi, faire connaître ces idées et ces principes est devenu une nécessité si on veut les promouvoir, les protéger et les défendre. Vous intervenez sur l'ensemble de la chaîne médiatique en vous définissant tantôt comme une sentinelle, tantôt comme un avocat ou comme un promoteur. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ces deux philosophies? En fait, il y a plusieurs choses là encore. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si personne ne la connaît, voilà, vous resterez seul avec votre idée. Donc, vous êtes obligé à un moment donné de vous dire comment je fais connaître mon idée. Mais ça, c'est pour un politique comme pour une entreprise, quoi. Comment je fais connaître le concept que j'ai créé. Aujourd'hui, toutes les idées sont dans la nature, hein, donc vous pouvez vous faire doubler assez vite. Donc nous, on est là pour faire gagner du temps, en fait. Nous, on est vraiment là pour faire gagner des années. Voilà. Donc il y a cette notion de faire connaître qui est très important, de faire connaître un savoir-faire. Et puis, il y a aussi la notion de défense. Vous parliez d'avocat. Nous travaillons d'ailleurs un peu comme des avocats, c'est-à-dire, et nous travaillons aussi souvent avec des cabinets d'avocats, c'est-à-dire nous travaillons en défense, mais défense ne veut pas dire parce que notre client est attaqué, mais en fait nous travaillons en protection, voilà, en protection pour bien baliser les sujets. C'est très important en fait de ne pas laisser les choses comme ça, comment je peux vous expliquer? En fait, si
Vous pouvez faire des coups, mais les coups, ça sert à rien, quoi. En fait, il faut toujours un fil conducteur. Vous pouvez pas accepter une émission de télé ou un article presse comme ça, en se disant, bon, bah voilà, ça va le faire, et tout ça, puis je vais avoir le Figaro, je vais avoir les Échos, ou je vais avoir, je sais pas, Femme Actuelle, ou Elle, ou etc. Et vous dire après, bah, j'ai déjà eu Elle, ça me va. Non, c'est pas ça qui fera que vous construirez quelque chose. Voilà, vous pouvez avoir la 4e de couve du Figaro, magnifique portrait, etc. Si derrière, vous ne faites pas en plus un BFM, peut-être un JT de 13 heures ou de 20 heures pour mettre en scène votre produit, etc., ça ne marchera pas, quoi. Voilà. Il faut s'inscrire dans la durée. Il faut s'inscrire dans la durée, tout le temps. C'est très facile aussi d'être noyé par d'autres personnes et d'être cannibalisé finalement. Oh bah, c'est très facile. Et puis, vous savez, aujourd'hui, l'information, on zappe tout. Donc, en fait, c'est extrêmement un sujet. Je prends l'exemple il y a 2 jours, il y a eu une prise d'otage dans Paris qui a duré, je n'ai pas regardé exactement, mais en fait, je crois que ça a fait la une des médias pendant 1 heure ou 2. Et d'ailleurs, plus personne n'en a parlé. Je ne sais même pas ce que c'était que cette prise d'otage. Mais simplement, c'est ça, aujourd'hui, les médias. Donc, si vous ne vous inscrivez pas dans un plan, que vous établissez, après qui peut bouger au fur et à mesure, bien sûr, encore une fois, l'agilité est extrêmement importante. Mais si vous ne vous inscrivez pas dans un plan, comment construire une réputation? Et aujourd'hui, la réputation, elle est nécessaire. Si vous habitez dans un village et que vous avez une sale réputation, eh bien, forcément, ce sera plus difficile. Chez le boulanger, on ne vous dira pas bonjour, etc., etc. Donc, aujourd'hui, le monde est un village. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que votre réputation, là, je suis peut-être en train de jouer la mienne en faisant cette émission avec vous, mais votre réputation, elle est à construire, elle est à entretenir. Et ça, c'est vraiment important, je crois. Alors, dans nos échanges, vous m'avez dit, la présence dans les médias place la personne ou l'entreprise sur un piédestal dans l'imaginaire collectif. C'est très important quand même de passer par les médias, vous en avez parlé. Puis il y a différents médias aujourd'hui. Il y a des émissions où il faut être, et des médias où il faut être. Oui, il y a des émissions. Enfin, des supports où il faut être, des chaînes où il faut être. Il y a des médias où il faut être, c'est certain. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des petits médias. Oui. Parfois, il faut faire aussi des médias qui sont nouveaux. Voilà. On a plusieurs clients là qui vont sur Twitch. Alors, j'ai un client qui m'a dit l'autre jour, ah oui, mais il y avait 30 connectés. Mais j'ai dit, mais c'est pas grave, déjà, c'est un bon entraînement parce que c'est une autre façon, en fait, de faire des médias, de communiquer. Et puis voilà, ça va grandir. Et puis peut-être que l'animateur qui l'a reçu, il fera le 20h demain. Enfin, même si le 20h n'est plus la même messe qu'avant, mais c'est important d'être dans différents médias, c'est important tout ça est très complémentaire en fait, mais c'est aussi de la dentelle. Hein. Oui, il faut rallier, convaincre, influencer l'opinion publique, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Alors, comment peut-on influencer les médias sur des affaires médiatiques qui sont aujourd'hui portées au nu, ou qui sont très développées? Le lobbying est souvent au cœur du réacteur. En France, le mot lobbying est souvent, on dirait, un gros mot. On l'utilise beaucoup moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas du tout c'est un mot qui est utilisé très couramment. Est-ce que l'influence n'est pas aussi négative qu'on pourrait le penser alors? Mais l'influence, elle n'est pas négative, pas du tout. En fait, l'influence, elle est partout. Quand vous voyez vos amis, quand vous avez vos parents au téléphone, quand vous allez vous allez au Bon Marché, par exemple, si au rez-de-chaussée du Bon Marché, tout est rose parce que je ne sais pas quoi, c'est Octobre Rose, etc. Eh bien, forcément, vous êtes influencé et c'est pas négatif, ça. Après, c'est à vous de faire votre propre opinion. Donc, si votre meilleur ami vous dit le dernier iPhone, il est extraordinaire, ou au contraire, franchement, ça ne vaut pas le coup, l'ancien était très bien, etc., il vous influence. Après, si vous avez envie de l'acheter, vous l'achetez. Donc, c'est vraiment... l'influence, elle est très positive. Et c'est pour ça que les Américains, ils ont bien compris ça. Parce que l'influence, c'est la connaissance, en fait. Vous connaissez un sujet... Voilà, eh bien vous le dites. Vous imaginez bien que par exemple au Parlement, que ce soit Assemblée nationale ou Sénat,
chaque parlementaire n'est pas spécialiste de chaque sujet. Il ne va pas être spécialiste de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de la sécurité. Ce n'est pas possible. Voilà, ils ont souvent des têtes bien faites, mais quand même. Donc, en fait, il faut leur apporter des dossiers. Dans le dossier que j'ai eu longtemps, on a régularisé quand même beaucoup de magasins ouverts le dimanche. Il fallait porter la connaissance. Il y a des zones, en fait, notamment en région parisienne, mais aussi du côté de Marseille, enfin les grandes villes, où les gens ne peuvent pas faire leurs courses en semaine. Et où, en fait, il y a 30% du chiffre d'affaires le dimanche. Donc, il faut quand même se poser la question. Quand il y a 30 ou 35% du chiffre d'affaires le dimanche, c'est que quand même, ça répond à un besoin. Donc, nous, on est là pour influencer et pour donner des informations. Alors, donc l'influence en France, le lobbying, pardon, en France, du coup, n'est pas un vain mot. Enfin, il commence à s'installer, on le voit, les parlementaires aussi. On dit souvent que les parlementaires, avec les entreprises, voilà, il y a aussi un certain nombre de connexions qui se créent. Oui. Donc, la vérité, est-ce que la vérité du client, elle peut être travestie par les médias? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut arriver? Bien sûr. Pourquoi? Parce que tout va vite. Donc, bien sûr, mais elle n'est pas forcément travestie sciemment. Elle est travestie parce qu'on prend un morceau de dossier. Et après, on arrive à rétablir souvent la vérité, donc c'est pas très grave. Parce qu'en fait, votre métier consiste à tisser la rencontre en fait, entre les grandes idées et l'opinion publique. Vous êtes un petit peu au carrefour de tout ça. Oui, parce que en fait, on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas, c'est une vraie question. Est-ce que c'est l'opinion publique qui fait les médias ou est-ce que c'est les médias qui font l'opinion publique? Franchement, c'est une question à laquelle moi je ne peux toujours pas répondre. Mais ce qui est certain, c'est que les médias sont un énorme relais. Et que par exemple, les sondages, qui sont souvent faux quand même, il faut le dire, enfin si je parle notamment des sondages politiques, qui sont faux, qui sont vrais à l'instant T, mais qui ne sont pas forcément vrais projetés quelques semaines ou quelques mois plus tard, forcément influencent un peu l'opinion. Forcément, mais je pense que l'opinion aussi influence beaucoup les médias. Donc quand il se passe quelque chose, on le voit maintenant avec les réseaux sociaux, parfois il suffit d'une étincelle, de quelque chose dont personne n'avait connaissance, pour qu'un média s'en empare et que beaucoup de médias s'en emparent. Donc ça peut partir aussi juste d'une histoire individuelle en fait aujourd'hui. Crédibilité et notoriété, ça fonctionne? C'est un bon combo où il faut, vous parliez aussi de faire savoir son savoir-faire. C'est aussi un petit peu votre mission. Alors, crédibilité et notoriété, c'est... alors, moi j'insiste beaucoup là-dessus. La crédibilité, c'est nécessaire. Donc, si c'est pour vendre du vent, ça ne marchera jamais. Oui, vous pouvez faire la une des médias un petit peu, voilà. Mais il n'y aura pas de pérennité. Donc, en fait, la crédibilité, elle est vraiment très importante. Nous, on a refusé des dossiers, on en refuse toujours des clients parce que parfois, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, quand on a quelque chose à dire et que c'est solide, là, on peut accéder à une notoriété via une stratégie, mais il faut toujours dérouler les choses de manière, j'allais dire, à la fois rapide, mais très calme. À la fois rapide et en même temps, ça peut prendre du temps sur certains dossiers. Alors, actuellement, on a un sujet qui est difficile et délicat, que nous allons aborder et on ne peut pas ne pas échanger dessus, puisque tous les étudiants ont forcément été à un moment confrontés à cette information. C'est la commission indépendante des abus sexuels dans l'Église. Donc il y a un rapport qui a été rendu le 5, donc il y a 2 jours. C'est un rapport qui était un véritable séisme et en même temps c'est un rapport, quand on a commencé à échanger toutes les deux, ça fait des mois que vous m'avez expliqué, attention, il y a un rapport qui va sortir, qui va quand même, c'est plus qu'un poil à gratter, enfin c'est une bombe qui va arriver. On est en plein dans l'actualité. C'est un travail d'investigation de 2 ans qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle, comment vous avez travaillé sur ce dossier, l'idée n'étant pas ni de prendre parti ou quoi que ce soit, mais d'analyser ce contexte. Aujourd'hui, on a une actualité brûlante, mondiale.
voilà, là on a une répercussion mondiale, l'Église française est observée, vue et analysée dans le monde entier. Comment aujourd'hui vous avez travaillé sur ce dossier? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marc Sauvé, qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État, donc le plus haut fonctionnaire de l'État, il y a 3 ans a quitté le Conseil d'État, limite d'âge, hein, mais il y est resté un certain nombre d'années et c'est quelqu'un de très respecté. Donc il a été nommé il y a à peu près 3 ans par la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France qui se sont dit à l'époque, bon, c'était suite à l'affaire Barbarin, qui est en fait l'affaire Prénat, qui avait fait quand même la une des médias pendant plusieurs mois. Et ces 2 entités se sont dit, il faut qu'on fasse la lumière en fait sur ces crimes sexuels dans l'Église. Donc, ils ont confié à Jean-Marc Sauvé le rôle, en fait, de créer une commission indépendante. J'insiste bien sur la commission indépendante parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Jean-Marc Sauvé m'a appelé, nous avions des connaissances communes dans ce métier, ça, c'est aussi un bouche à oreille. Et je crois qu'il voulait une petite agence, je crois qu'il voulait voilà, très bien travailler, dérouler en fait quelque chose. Il savait que la tâche qui allait arriver serait extrêmement grande et sûrement douloureuse. En fait, il n'avait peut-être pas imaginé à quel point elle serait douloureuse, mais donc j'ai été embarquée dans cette aventure. Il était en train de monter sa commission, donc il a fait appel à des experts, voilà, théologiens, psychologues, etc. Vraiment des profils très différents. Et puis après, et puis nous, nous, l'agence, on a déroulé, en fait, on lui a proposé une stratégie, hein, qu'on a adaptée évidemment au fil des mois. Mais en fait, ce que vous avez vu il y a 2 jours, et ce que vous voyez encore, parce que vous allez en voir encore pendant plusieurs jours, c'est le résultat d'un boulot depuis février 2019. Oui, ça doit être ça, hein, depuis février 2019. Donc plus de 2 ans et demi, en fait, de travail quotidien. Oui. Alors, on a commencé, c'est intéressant, peut-être je raconte à vos étudiants, on a commencé en fait par faire un lancement. On a fait un lancement avec une plateforme d'écoute, avec évidemment un mail, avec une adresse postale, puisqu'on s'adresse quand même à des victimes entre 1950 et aujourd'hui. Donc ça veut dire celles de 1950, elles sont assez âgées forcément aujourd'hui. Donc il fallait vraiment qu'elles puissent à la fois appeler, mais aussi écrire et éventuellement envoyer des mails. Donc on a fait un beau lancement, mais c'était surtout auprès des journalistes religieux, on va dire, mais pas que de la presse spécialisée. On a fait aussi, on a convoqué les journalistes religion de RTL, il y a toujours quelqu'un. Par exemple, la journaliste qui s'occupe de religion à RTL s'occupe aussi de l'éducation. Ils ont toujours plusieurs volets, hein, les journalistes. Donc on les a vus plusieurs fois et on a fait ce lancement, je crois que ça devait être le 7 février. On a eu beaucoup de médias, avec à chaque fois, donc voilà, bon, déjà, Jean-Marc Sauvé est une sommité, donc forcément, tout de suite, il y avait une crédibilité, justement, hein, sur cette commission. Donc, on a lancé ce numéro de téléphone, cet appel à témoignage. Bon, on a eu beaucoup de médias, et Jean-Marc Sauvé me dit quelques jours après, enfin, même 2-3 semaines après, il me dit, je ne comprends pas, Clarisse... on n'a pas beaucoup de remontées pour le moment et il me dit pourtant on a eu tous les médias, etc. Donc je lui dis écoutez, on est sur un sujet, on n'est pas dans du téléachat, c'est pas comme si vous avez un numéro de téléphone, j'ai besoin d'un aspirateur et voilà j'appelle pour avoir un aspirateur. J'ai dit la première étape, ce que nous venons de faire, parce qu'on est là aussi pour rassurer nos clients, on est là aussi parce que forcément ils doutent quoi, forcément. Donc je lui ai dit, on est là déjà pour une première étape de mise en conscience du sujet et de dire aux victimes, voilà, on est là. On monte une commission pour 2 ans à peu près, hein, parce qu'il y a eu la Covid qui est passée par là, mais pour 2 ans et on va pouvoir vous écouter. Rien que ça, c'est déjà une première phase de réparation, je dirais. Et puis, donc tout au long de ces 2 ans, on a eu des papiers, il est intervenu plusieurs fois, enfin des papiers ou des sujets radio, télé, etc., plusieurs fois dans les médias. Il a dit comment se passaient les choses, la méthode d'écoute, etc. On a décidé d'organiser un tour de France
Donc, en fait, ce Tour de France a permis de faire des médias locaux aussi. Donc, on a eu toute la presse régionale, les radios locales, les télés locales, etc. Donc, en fait, on est allé écouter les victimes sur le lieu où elles étaient. Donc, ça, je pense que ça fait partie de la stratégie réussie. C'est-à-dire que, du coup, elles se sont senties plus proches plutôt que de se dire on appelle à Paris. Voilà. Hein. Donc voilà, et puis depuis ce grand raout dont vous avez eu connaissance là depuis 2 jours, donc la remise officielle dans les services de Matignon quand même du rapport. On avait quand même 60 journalistes sur place, on ne pouvait pas en accueillir plus parce que de toute façon les conditions sanitaires ne le permettaient pas, et on avait 80 journalistes sur Zoom quand même. Et après la conférence, on a dû faire rentrer pour les télés et les radios 40 ou 50 journalistes au moins. Donc évidemment, on a eu des retombées médias énormes, mais ça se prépare des mois à l'avance. Je crois que La Vie est sortie aujourd'hui, il y a plusieurs pages. Demain, l'hebdo aussi, La Croix l'hebdo est sorti, donc là je crois qu'il y a 8 pages. Il y a Le Pèlerin qui sort. Bon, on a eu un numéro de l'Obs spécial, il y avait 16 pages au mois de février. Donc, mais tout ça se prépare très en amont. Ça peut pas se préparer 2 jours avant. Ouais. En fait, oui, surtout que vous aviez des chiffres qui allaient tomber, qui étaient quand même avec 330 000 victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, et puis 2500 pages d'annexes, 500 pages de témoignages. C'est colossal. Enfin, et effectivement, on a des pages qui sont sorties avant. Par exemple, Le Monde, où on a un portrait de Jean-Marc Sauvé. On voit là aussi que les médias se sont emparés quand même du sujet en amont. On préparait. En fait, il y a une préparation finalement, un peu comme une préparation mentale d'un sportif. Il y a le jour où on est sur l'épreuve, et puis il y a en amont, on a préparé cette intervention parce qu'on sait que c'est un choc. Il y a des chiffres, il y a des témoignages, et vous me disiez tout à l'heure aussi que ça continue à affluer. C'est-à-dire que depuis moins de 48 heures, je crois qu'il y a eu 130 ou 140 appels, mails, etc. de victimes qui n'avaient pas témoigné en fait la première fois. Donc ça veut dire que ça libère la parole. Voilà, c'est extrêmement positif, ça libère la parole. Après, c'est à l'Église d'en faire. Voilà, moi c'est pas mon sujet, je travaille pas pour l'Église, mais c'est à l'Église d'en faire quelque chose, quoi. Donc là, vous avez vraiment construit une stratégie. Depuis que ce dossier est sorti, il y a eu toute la phase de préparation, et vous avez progressivement, finalement, préparé ce qui allait arriver. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup. Enfin, les médias, tout à l'heure, on déjeuner, même la presse étrangère. Enfin, tout le monde s'empare. Oui, on a le monde entier sur le dos, ça c'est sûr. Mais tant mieux, c'est très bien. Même le pape a réagi très très vite. En fait, il a réagi 2-3 heures après la remise du rapport, ce qui est quand même assez exceptionnel, parce que en général, le Vatican prend quand même beaucoup de temps. Mais vous savez, je crois que vous avez bien décodé les choses. On parlait de crédibilité tout à l'heure. Cette commission, en fait, ça a été un sans faute dans les médias et aussi en interne de la commission, mais ça a été un sans faute depuis le départ. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti, en fait, était maîtrisé parce que nous avons pris le temps de voir les journalistes, et Jean-Marc Sauvé aussi. Nous avons pris le temps d'expliquer. Nous leur avons donné des informations en off qui ne pouvaient pas sortir parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais ça les a nourris aussi. Donc, ils se sont sentis concernés. Et je vais vous dire, à la conférence de mardi, j'ai vu des journalistes pleurer. Tellement c'était fort. Et tellement ils se sont sentis concernés par le sujet qu'ils suivaient pour la plupart depuis 2 ans et demi. Alors, on a ce sujet, effectivement. Est-ce que vous avez senti, Clarisse, une évolution aussi dans la stratégie de lien que vous pouvez avoir avec les médias? Vous avez aussi suivi des actualités comme le Crédit Lyonnais, l'affaire Clearstream. Vous avez été engagé aussi sur différents sujets forts, connus, ce qu'on appelle des affaires aussi. Est-ce que vous avez senti une progression aussi et un travail collaboratif peut-être un petit peu différent entre les médias d'hier et les médias d'aujourd'hui? C'est aussi l'affaire Grégory qui ressort. On a des séries télé, mais on a aussi Netflix, où on voit comment les médias travaillent avec la police, avec des rapports qui sortent. Est-ce qu'il y a une évolution?
Alors, il y a une évolution constante, hein, parce qu'il y a de plus en plus de médias, donc il y a une évolution constante, et puis que l'information, en fait, via Twitter ou un autre réseau social, parce qu'il n'y a pas que Twitter, ça va très vite. Souvenez-vous de l'affaire du Sofitel avec Dominique Strauss-Kahn. En fait, c'était un tweet, et puis voilà, le monde entier était informé, et puis ça a été des spéciales et des spéciales pendant 3 semaines. Mais pour vous parler de l'affaire Grégory, je pense que c'est une... Je ne connais pas évidemment le contexte précisément, mais je pense que c'est la première affaire des médias modernes en fait. Voilà. C'est la première affaire où les journalistes ils étaient sur le terrain, ils campaient devant la maison, ils campaient devant la police, ils étaient vraiment... il y avait une connexion en fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu trop de perméabilité à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'était presque les médias qui faisaient l'enquête. Et donc, ça, c'est quand même un peu une dérive. Et vous savez qu'aux États-Unis, et c'est intéressant, on n'a pas cette culture-là encore en France, mais aux États-Unis, des agences comme la mienne, chaque cabinet d'avocats a une agence comme la mienne. Et c'est intéressant parce que ça permet de réagir en fait vite quand vous avez un avocat qui va sur une affaire ou sur une personne, etc. Ça permet de réagir vite quand même, de voir le contexte, de parler aux médias. En fait, ce qui est important dans notre métier, c'est le dialogue. Voilà, on parlait de l'influence tout à l'heure. L'influence, c'est le dialogue. Donc, moi, je ne suis pas là pour leur dire des informations fausses. Et ça, jamais. Donc, bien sûr, vous avez des fake news et tout ça. Mais bon, ça, voilà, bon, c'est des petits rigolos qui le font. À leur fin, souvent personnelle, etc. Mais l'influence, elle est dans le dialogue avec l'autre. Donc, quand on donne une information au journaliste, après, lui, il la traite comme il veut. On ne lui tient pas le stylo. Mais à partir du moment où on lui a donné des bonnes informations, lui, il se fait sa propre opinion et puis il peut écrire. Oui, parce que toutes ces affaires aussi, bon, l'affaire Grégory, parce qu'elle est aussi revenue un petit peu sur le devant de la scène. Et on voit bien cette imbrication comme ça, les journalistes qui essayent d'aller même au vent. On a des journalistes d'investigation. Aujourd'hui, on a Élise Lucet, par exemple, où on voit par exemple des entreprises qui ont été sollicitées pendant des mois et qui se retrouvent face caméra parce qu'elle a réussi voilà, à les rencontrer et qui sont un peu pris au dépourvu dans leur communication. Il y a quand même tout un travail aussi qui est fait pour préparer aussi les interventions avec les médias, que ce soit par les entreprises, un homme politique. Voilà, il y a vraiment un travail qui a évolué aussi là-dessus. Il y a un travail qui a évolué, mais vous savez, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'agence comme la mienne ou qui ont des services de communication interne. Et j'ai rien contre les services de communication interne, mais c'est pas le même rôle. Oui, voilà. Et en fait, moi je dis aux entreprises que Élise Lucet contacte, mais non seulement répondez, mais faites d'autres médias pour éventuellement contrebalancer. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas être dans la peur de répondre parce que ce sera pire. Ce sera pire pour moi. Alors, un autre sujet aussi sur lequel vous avez travaillé, et ça concerne Paris particulièrement, donc toujours avec le maire du 17e arrondissement qui a fait la une, même internationale, on va le voir, parce qu'à Paris, un phénomène qui dérange, un peu à juste titre, c'est qu'on est envahi par les rats. Et donc, ce maire d'arrondissement en a eu marre, et il n'a pas pris un bâton de pèlerin, mais par contre, il a pris des rats, et il a dit maintenant ça suffit. Alors, comment vous avez travaillé un petit peu cette... Écoutez, alors, c'est moi qui lui ai donné une idée, parce que je sortais mon chien du côté... dans le 17e, j'habite le 17e, et je sortais mon chien le soir très tard, genre minuit, 1h du matin, il n'y a plus personne dans les rues, mais il y a des rats. Et comme c'est un petit Jack Russell, c'est un petit terrier, donc elle les voyait. Donc moi, je les voyais forcément aussi. Là, je me suis dit, il y a un problème quand même. Les rats, il y en a quand même beaucoup. Et puis, c'est vrai que c'était un sujet qui revenait de temps en temps. Et Geoffroy Boulard venait d'être élu, c'était en 2017, parce qu'il avait pris la place de Brigitte Kuster, qui était devenue députée. Et là, je me suis dit, mais lui, il est jeune, il n'est pas abîmé par la politique, il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Il faut qu'il interpelle la maire de Paris. Et donc, je déjeune avec lui, je lui dis, j'ai un truc à te proposer. Et je lui dis, voilà, ce serait bien de travailler sur les rats. Donc, ça veut dire, là, on parle encore de crédibilité. On n'invente pas un truc. Mais on monte un peu les choses. Et je lui dis,
voilà, on va faire une photo et tu vas prendre un rat dans chaque main, comme ça. On va faire ça place Pereire parce qu'il y a plein de rats place Pereire. Il m'a dit, mais il y en a aussi ailleurs, et tout ça, parce qu'il avait dû fermer des crèches, des parcs et tout ça, enfin, momentanément, mais quand même, il y avait un gros sujet. Et il me dit, mais t'es totalement folle, il me dit. Il me dit, t'es totalement folle. Et puis, une minute après, il me dit, bon, allez, on va le faire. Bon, je ne vous dis pas qu'il était très fier en faisant cette photo, hein, quand même, hein, mais il l'a fait, donc c'était courageux. Et puis surtout, bah, derrière, on a expliqué pourquoi. Voilà, beaucoup de rats dans Paris, etc., des problèmes vraiment dans les écoles maternelles, dans les parcs et tout. Et puis, on a décidé d'aller rencontrer le maire de New York, en fait, maire de Manhattan et maire de Brooklyn. Il a été reçu. On a fait la presse internationale. Cette photo, elle a marqué quand même. Et puis, il est revenu avec comment une méthode de neige carbonique qui était utilisée à New York, avec 2-3 autres méthodes. Donc, il a utilisé, lui, dans le 17e arrondissement. Normalement, c'est la mairie centrale, hôtel de ville, qui s'occupe de ça. Ça a marché relativement bien. Et du coup, la maire de Paris, Anne Hidalgo, utilise maintenant la neige carbonique. Donc, en fait, c'était quand même, voilà, une belle opération quand même. Alors là, il y a eu un vrai résultat. Après, c'est vrai que on peut faire émerger, voilà, on parlait des rapports tout à l'heure sur l'affaire actuelle, mais il faut que ça soit amené aussi à avoir des résultats. Enfin, ça lui a donné une très belle notoriété. Forcément, ça l'a fait booster en notoriété. Et puis sur le terrain, un peu moins de rats aussi, c'est plus agréable. C'est très bien. Non, mais c'est très positif, tout ça est très positif. Alors, avant de faire venir, non pas Julie cet après-midi, mais nous allons avoir Christelle qui va venir poser les questions de nos étudiants. Quelle est l'affaire, Clarisse, qui vous a le plus marqué, en fait, dans votre carrière, dans laquelle, alors marquée positivement ou stressante, parce que voilà, il y a un fait d'actualité très difficile. Je vais vous dire, c'est toujours la dernière affaire. C'est la dernière. C'est toujours, en fait, voilà, et dans 6 mois, vous me réinterrogerez, ce sera une autre affaire. Voilà, c'est toujours, on est toujours dans le, voilà, ce qui fait le buzz là actuellement, même si ce mot est pas très joli, c'est peut-être pas très adapté à la commission indépendante des abus sexuels dans l'Église, mais simplement, c'est toujours, voilà, le dernier dossier qui est intéressant, forcément. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos étudiants c'est d'être pugnace, d'être bien informé, bien maîtriser ses sujets, travailler son réseau aussi. Tout ça à la fois, hein, vraiment. C'est-à-dire, bon, être très informé, c'est certain. Très bien travailler ses réseaux, voilà, rencontrer des gens, etc. Mais aussi les réseaux sociaux, ce que je ne fais pas toujours très bien. Mais bon, voilà, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Je sais très bien le faire pour mes clients, mais vraiment pour moi. Oui, c'est d'être toujours connecté, voilà. Après, c'est vrai que le métier que je fais, il n'est pas très connu et c'est vrai que vous parliez d'Élise Lucet tout à l'heure. Je crois que beaucoup d'entreprises auraient intérêt à prendre des profils comme les nôtres pour être là en conseil, parce qu'on n'est pas là que pour décrocher des médias, on est là en conseil. Oui, et puis faire avancer aussi les choses. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir du résultat. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que quand des affaires éclatent, des dossiers arrivent, il faut qu'on puisse derrière soit des lois, soit des changements, enfin qui soient votés, appliqués aussi, parce que ça va rassurer aussi les gens. C'est pas juste faire éclater une vérité, mais c'est aussi derrière amener des solutions concrètes, viables, rassurantes aussi. Bien sûr. Parfois, se sentir protégé. Je pense que j'ai reçu des SMS d'ailleurs depuis mardi en disant mais tu fais avancer le monde avec cette commission. C'est pas moi, c'est voilà un ensemble de personnes, mais peut-être que c'est pas faux, c'est-à-dire que nous faisons avancer un petit peu les choses. Voilà. Oui. Et quand on donne une idée, même à travers un politique, quand on lance des choses, là par exemple, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on a une cliente qui est députée et qui présente le ticket restaurant étudiant. Donc voilà, et ça, bon, je suis pas sûre que ça passe parce qu'elle est pas dans la majorité, elle est LR, mais simplement. Ça fait quand même avancer. Il y a eu quelques papiers, elle fait quelques télés, tout ça, ça fait avancer le sujet. Et si ça passe pas tout de suite, bah peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, voire un an ou deux, ce ticket restaurant étudiant, il sera bien là. Voilà. Après, ce sera pas forcément elle. Peut-être l'idée sera récupérée, mais elle l'aura fait. Ouais. Ça fera partie de son histoire. Alors, je pense que Christelle doit avoir beaucoup de questions
de la part des étudiants, donc on va l'accueillir dans quelques secondes, mais il faut profiter aussi de cette période électorale, par exemple, pour essayer de pousser un petit peu certains sujets pour que des prises de décision soient réelles, concrètes, parce que c'est un moment aussi où il faut y aller. Ah oui, non, mais ça c'est sûr que c'est une période où si vous voulez, tout est sur la table. D'abord, on voit c'est quand même un bazar immense avec pléthore de candidats. Les sondages, si on prend les sondages de juin, ne sont pas du tout les mêmes que septembre, etc. Et ils ne seront pas les mêmes en décembre. Donc oui, il faut lancer des idées tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais. Alors Christelle nous a rejoint. Bonjour. Voilà, mon binôme de la semaine. Christelle, j'imagine que tu as eu beaucoup de questions. Alors je te laisse transmettre pour te faire la voix des étudiants. Effectivement, beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Donc d'abord merci Clarisse. Merci. Alors première question qui revient par l'intermédiaire de trois voix, donc Théo, Laura et Victoria. Donc une question en trois en fait. Est-ce que votre opinion politique personnelle n'interfère pas dans votre travail et comment on fait pour s'interdire le droit d'avoir des idées politiques? Est-ce que travailler avec des personnes dont les idées ne sont pas forcément en courbe avec les vôtres, n'est-ce pas trop compliqué? Et du coup, la question se termine par est-ce que votre agence a déjà refusé de travailler avec des personnes dont les valeurs n'étaient pas partagées par vous-même et par l'ensemble de l'équipe? Alors les choses, elles sont très simples. Moi, mon opinion, elle n'a rien à voir avec la stratégie qu'on peut mener pour nos clients. En revanche, il y a une chose aussi qui est très claire, c'est que jamais nous travaillerons pour les extrêmes. Jamais. Voilà. Tous les discours extrémistes, c'est pas pour nous, c'est pas nos valeurs, etc. Donc bien sûr qu'on a refusé des sujets. Et je crois qu'on est assez caméléon pour s'adapter en fait et se mettre dans la peau de la personne qui a telle et telle idée. En fait, nous parmi nos clients, on a La République En Marche, on a des LR, on a des Agir, on a le président du Parti Radical. Donc tout ça, c'est centre droit, tout ça. Il manque un peu de socialiste, il faut que j'aille en chercher. Il n'y a pas de conflit d'intérêts parfois comme ça? Franchement, nos clients s'entendent très bien. Voilà. Franchement, on n'a pas de soucis. Ils savent très bien qu'on fait la part des choses et que c'est hermétique et voilà. Parfois, ils prennent des verres ensemble même, donc voilà. On reviendra aux coulisses. Ils sont sur les bancs de l'Assemblée, souvent. Oui, c'est ça. On les retrouve. Alors, Mathilde et Valentin se posaient aussi une autre question, c'était de savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé, du coup, de mettre fin à une collaboration qui était en cours, parce que justement, il y a eu des idées qui ont peut-être vrillé, ou Valentin rajoutait, est-ce qu'il y a eu une très grosse polémique et du fait qui a mis court à la collaboration, ou alors vous menez votre projet de bout en bout, quoi qu'il arrive? Alors, on s'adapte toujours. Donc, en fait, on s'adapte. C'est-à-dire que mener un projet de bout en bout, je crois qu'on ne peut pas le dire sur 100% des dossiers. Parce que parfois aussi, on a un client qui n'a plus envie ou qui a moins envie ou qui veut faire autre chose, etc. Donc, jusqu'au bout, pas forcément. Le plus souvent, oui, mais pas forcément. Suite à une polémique, je ne crois pas qu'on ait arrêté un dossier. En fait, je crois que on a toujours, dans les tourbillons et tout ça, on a toujours résisté. Et la troisième chose, je ne sais plus ce que c'était. Si c'était arrivé, s'il y avait un exemple qui avait coupé court à une collaboration. Non, je vois pas. Je vois pas. Non. D'accord. Non. Mais en revanche, on a bien sûr refusé des dossiers. Et il y a aussi quelques clients qu'on n'a pas gardés parce qu'on n'était pas en phase avec. Si vous voulez, c'est un métier. Donc, il ne faut pas que la personne vous dise « il faut faire ci, il faut faire ça ». Nous, on sait ce qu'on peut déclencher, ce qu'on ne peut pas déclencher. Donc, voilà, on le dit assez franchement. D'ailleurs, vos clients doivent suivre à la lettre certainement vos conseils, puisque vous êtes là aussi surtout pour les aider, les accompagner. Mais est-ce qu'il y en a certains, demande Lily, qui ont conscience de la force des réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont tous certains de cette force-là? Ou est-ce que vous êtes obligé encore de devoir convaincre certains de les utiliser? Ils sont pas tous conscients encore, mais on les amène à ça petit à petit. Maintenant, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Moi, je voudrais dire à vos étudiants, ils vivent peut-être beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux, c'est normal, c'est leur génération. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux et le papier que vous avez montré l'autre jour dans Le Monde, je vais vous dire sur Jean-Marc Sauvé, oui. C'est un papier de 8 pages, je crois, et c'est un papier qui a été fondateur pour la journée de mardi dernier.
parce que il a bien placé le personnage et comment il a travaillé pendant presque 3 ans sur cette commission. Donc ça nous protégeait d'une certaine manière. Enfin, quand je dis nous, ça protégeait en fait la remise du rapport. Donc en fait, donc le monde est encore important. Voilà, le monde est d'autres choses, quoi. Donc c'est la mixité des médias avec les réseaux sociaux qui est importante. Alors justement, je pense qu'ils en sont conscients aussi parce que Victoria a posé une autre question un peu dans ce sens-là en disant est-ce que justement aujourd'hui c'est pas plus simple de diffuser l'information parce que justement tout passe plus vite par plein de canaux différents ou au contraire plus compliqué parce qu'il y a trop de canaux justement parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là tout le temps. Alors, j'allais dire, oui, c'est plus simple et c'est moins simple en même temps. Parce que, en fait, vous pouvez diffuser une information, mais si c'est juste pour diffuser une information et que vous voulez rien après, ok, allez-y, diffusez une information. On l'aura oublié quelques heures ou quelques jours après. Maintenant, si vous voulez dérouler une stratégie, ça a été tout notre entretien aujourd'hui, vous êtes obligé quand même de dérouler quelque chose. Et donc, le réseau social, il vient en complément. Pour moi, il n'est pas plus majeur qu'un autre média. Alors Victor, lui, se demandait comment vous arriviez, c'est là tout l'art de votre travail, mais comment vous arriviez à faire la distinction, notamment pour un client politique, entre le lobbying qu'il prend pour assouvir un peu sa soif de pouvoir, même un peu beaucoup, et d'autres qui vont plutôt défendre vraiment une vraie idée, un combat réel. Comment on fait pour travailler dans un sens ou dans l'autre? Comment on sait qu'il n'y a pas un lobbying soif de pouvoir qui va prendre plus l'ascendant sur le combat réel? Franchement, dans nos clients actuels, on n'a pas ce sujet-là. Parce que d'abord, je pense que nous, en tant qu'agence, on a quand même une marque de fabrique. On parlait de crédibilité. On veut vraiment... Par exemple, l'exemple des rats, ça paraît très anecdotique, mais ça ne l'est pas. C'est un vrai sujet pour les Parisiens. Le contexte du fait que ce jeune maire venait d'être élu, qu'il était jeune, voilà, en plus, et qu'il pouvait s'emparer d'un nouveau sujet... Tout était réuni. Donc, il faut que le sujet soit très crédible. Si c'est pour faire un coup, moi, je le déconseille toujours. Vraiment. En général, on est écouté. Alors, parlons justement de jeunesse, de réseaux sociaux. Théo se demande comment on peut adapter la façon de communiquer. Que pensez-vous des politiques qui veulent absolument cibler les jeunes ? Donc en l'occurrence eux, et notamment, il y a un exemple concret à donner qui est celui de Marlène Schiappa, qui régulièrement essaye de changer de vocabulaire ou d'adapter son vocabulaire sur la cible jeune, et qui fait, je cite, des blagues parfois qui tombent complètement à plat, donc je vais faire les guillemets, voilà, et qui ne fonctionnent pas forcément. Donc est-ce que c'est des demandes que vous avez souvent de la part des politiques d'atteindre une cible plus jeune? Est-ce que c'est des conseils que vous donnez dans ce sens-là? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Voilà, je pense que il faut pas... Ils ont tendance, hein, un peu tous, hein, je veux dire, même Emmanuel Macron, moi j'ai trouvé que la séquence avec My Fly et Big Flo était intéressante en première partie, c'est-à-dire de leur dire si vous faites plus de 10 millions, je vous reçois à l'Élysée. Donc ça, pour moi, c'était une bonne stratégie parce que le clip était pas mal. Il touchait, je pense, quand même beaucoup de jeunes et ça permettait en fait peut-être de faire passer un message, des gestes barrières, etc. Plus facilement que si c'était un politique qui le disait. Donc le fait de s'adresser à ces deux rappeurs, youtubeurs, etc. c'était pour moi une très bonne idée. Après, le fait de les inviter à l'Élysée, faire 40 minutes de blagues et de questions qui étaient archi préparées, bien sûr, hein, parce que voilà, de faire un concert dans les jardins de l'Élysée, de dire « Oh, mais vous êtes là, vous faites un concert ». Donc ça, pour moi, ça casse, je ne sais pas ce qu'en pensent vos étudiants, mais pour moi, ça casse l'image. C'est-à-dire, la première partie était bien, la seconde, elle est plus... Ça manque un peu de crédibilité, peut-être. Ouais, ça manque un peu de crédibilité vraiment, ou de spontanéité. Enfin, c'est de la fausse spontanéité. L'exemple de Marlène Schiappa, pardon. Il est malheureusement en fait un bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Voilà, enfin moi c'est ce que je crois. C'est-à-dire que plus on fait des choses comme ça, plus on s'inscrit dans l'éphémère.
Voilà, et il faut penser que quand on a un objectif, donc je ne sais pas quels sont ses objectifs, enfin, j'imagine qu'elle veut à nouveau être ministre l'année prochaine, etc. Mais elle est arrivée en fait dans ce gouvernement parce qu'elle avait créé une association, parce elle était assez présente sur les réseaux sociaux sur un thème. Bon, elle est arrivée ministre. Elle n'est pas élue, donc si elle veut continuer une carrière politique, moi je lui conseillerais plutôt de s'ancrer dans un territoire. Donc je crois qu'elle aimerait bien s'ancrer à Paris, mais de faire des choses par rapport à ça et pas de vouloir plaire. En fait, le sujet, mais il n'est pas que pour les politiques, il ne faut pas absolument vouloir plaire. Voilà, il faut avoir un discours. On parlait tout à l'heure de savoir-faire et de faire savoir un savoir-faire. C'est ça, en fait, l'important. On ne peut pas faire savoir du vent, quoi. Voilà. Et il ne faut pas absolument coller à l'actualité. Surtout pas. D'accord. Alors là, j'ai une question de Manon, plutôt pour vous personnellement, Clarisse. Votre envie de devenir conseillère municipale est-elle là depuis toujours? Ou est-ce que c'est le fait de devenir directrice de campagne, en tout cas de faire de l'influence et de la stratégie auprès de personnes politiques, qui vous a donné envie de défendre vos idées après avoir défendu celles des autres? Alors, en fait, c'est là depuis très très longtemps. D'ailleurs, ma première campagne, elle date de 2008. Donc, c'était à peu près au même moment où j'ai rencontré Pierre-Yves Bournazel. Donc, c'était vraiment concomitant, mais c'était pas par rapport à Pierre-Yves. Mon envie, elle est là depuis toujours. Elle est là aussi parce que je vis entre Paris et Étretat et que Étretat est un petit village qui a besoin, en fait, à mon sens, de changer de dimension. Voilà. Ce qui n'est pas simple. Voilà, mais je suis contente, je suis heureuse d'être élue, d'apporter une petite pierre. Alors, 2 dernières questions et j'aurais tout posé. La manière de communiquer aujourd'hui a-t-elle vraiment changé? Alors, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, bien sûr, mais depuis toutes ces années que vous faites ce métier-là, est-ce que vous sentez que ça a vraiment évolué, changé, en mieux, en moins bien, plus facile, moins facile? Tout va plus vite. Alors, cette donne-là, elle est pas facile, y compris pour mes équipes, hein, parce qu'en fait, voilà, c'est en permanence, sur leur téléphone portable, etc. Tout va très vite, donc il faut avoir les bons réflexes. Après, je dirais qu'il y a une constante. La constante, c'est si vous voulez durer, si vous voulez arriver à vos fins, il faut une stratégie, il faut dérouler un certain nombre d'actions, et il faut toujours d'ailleurs être dans... Enfin, je veux dire, on peut pas, on parlait de vent tout à l'heure, on ne peut pas communiquer sur du vent. Voilà. Donc en fait, il faut faire. Et ensuite, faire savoir. Voilà. Et ça, c'est une constante depuis toujours. Et pensez-vous, demande Clara, que la politique française ne tendrait pas un peu à se calquer de plus en plus sur un peu les méthodes de communication des États-Unis? Donc, est-ce que vous pensez que ce sont des bonnes idées, ce sont des bonnes initiatives? Est-ce qu'il y a des choses à prendre? Il y a certainement des choses à prendre, mais il y a vraiment, je dirais, quelque chose de très négatif en politique, c'est qu'on va chercher toujours ailleurs plutôt que d'inventer. Et en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est inventer. Voilà. On n'est pas obligé de faire des copier-coller de ce qui a marché, de la campagne, d'un tel ou un tel. En fait, il faut inventer et s'adapter aussi au contexte. Moi, je crois qu'on a une France qui ressemble à aucun autre pays. Donc, c'est plutôt s'adapter, moi, je crois, au tissu des Français, enfin de la France, au maillage territorial qui, pour moi, ça va être l'enjeu de la prochaine présidentielle. Voilà, c'est de s'adapter aux Français plutôt que d'aller chercher des choses qui ont marché avec Biden. Le contexte américain, il est totalement différent. Ok, je crois qu'ils vont être contents. On a eu des réponses à toutes les questions. Oui, et puis merci à tous les étudiants. C'est vrai qu'on ne dit peut-être pas assez, mais ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage, ils mettent beaucoup de questions. On essaye de les représenter au mieux et ce sont toujours des questions très pertinentes. D'ailleurs, ils ont réagi quand vous avez évoqué l'actualité malheureuse de ce qui se passe en ce moment avec l'Église, en parlant du film. On parlait un peu en off tout à l'heure, grâce à Dieu. Elisa et Farah, notamment, on parlait de ce film-là en disant que voilà, il y avait des vrais témoignages. Mais en fait, ce film, grâce à Dieu, pour moi, ça a été le déclencheur en fait pour l'Église. Moi, je travaille pas à l'Église, donc je peux pas vous dire exactement comment ça s'est passé dans leur tête, mais en fait, c'est pas ce film qui a été déclencheur, c'est l'affaire Prénat-Barbarin où ils ont vu qu'ils ne maîtrisaient plus rien. Et après, le fait que quand même François Ozon, c'est pas un petit réalisateur, voilà, on a fait quand même une œuvre, hein, parce que c'est une œuvre et on comprend bien ce qui s'est passé.
Et donc c'est vrai que aujourd'hui tout est lié. Le cinéma aussi est une influence. J'ai vu un film l'autre jour qui s'appelle Les Méchants, qui se passe en banlieue. Et ben je peux vous dire que c'est une super critique des chaînes info. C'est à voir. Voilà, c'est peut-être pas le film du siècle, mais c'est à voir. Ouais, donc merci vraiment aux étudiants pour voilà toujours cette analyse. Enfin, ils sont très réactifs, on les voit dans le chat et on voulait vraiment vous remercier, mais c'est pas terminé merci aux étudiants. Oui, non mais en plus ils sont très réactifs et aussi je les ai trouvés. Enfin, on voit beaucoup de respect dans les questions qui sont posées. Ils se like entre eux et oui, ils s'interpellent, ils s'interrogent. Il y a même parfois des réponses dans le chat à des questions posées à l'intérieur. Donc non, vraiment c'est très chouette et merci beaucoup. Alors merci infiniment Clarisse parce que voilà je pense qu'on a eu un entretien vrai, parlé, on a parlé d'actualité, sans langue de bois, une explication aussi de comment ça fonctionne aujourd'hui, comment ça peut fonctionner aussi demain, en quoi il faut être prudent et puis bien connaître ces sujets. Je pense que c'est aussi un message à retenir. Alors, tout de suite, on va enclencher avec Julie Ageron, qui est notre directrice communication au pavillon France à Dubaï. En fait, vous ne l'aurez pas en direct. Nous l'avons enregistré à l'heure du déjeuner. Il était midi heure de Paris et 14h heure de Dubaï. Parce qu'en fait, depuis ce matin, 6h30, on est en travail en lien avec Julie, pour rien vous cacher, parce qu'elle voulait absolument honorer le rendez-vous sur lequel s'était engagée au début de l'été. Et en fait, voilà, l'actualité fait que l'exposition ayant ouvert très récemment, et bien du coup, Julie, ce matin, a dit je peux être là, mais simplement il faut juste réorganiser l'intervention. Donc voilà, nous avons enregistré cette interview il y a quelques heures, mais vous verrez qu'elle vous laisse un message. Surtout, vous n'hésiterez pas à lui poser des questions via LinkedIn, parce qu'on sait aussi que voilà, même nos propres comptes LinkedIn gonflent. Mais voilà, Julie, en tout cas, restera disposée. Alors, elle n'est pas forcément ultra réactive dans la réponse, parce qu'elle elle reçoit des ministres, hein, évidemment, elle reçoit la presse internationale. Voilà, donc ça, c'est le sujet qui va arriver juste après. Mais voilà, on la remercie en tant qu'ancienne étudiante d'avoir honoré ce rendez-vous. Donc demain, nous avons la dernière journée de cette masterclass. On vous remercie voilà, pour votre attention. Christelle avait déjà expliqué ce matin un petit peu le programme, vous l'avez sur le site. Vous nous avez fait une très belle transition parce que demain matin, on démarrera avec Nourdiane Cherkaoui d'Avas Partner et qui justement coach beaucoup de personnes et va nous expliquer comment il travaille sur la prochaine campagne électorale, les clés un petit peu, il va nous aider à décoder. On aura du handisport, on parlera avec Marc Dorcel et ses équipes. Et puis on a commencé en musique et on terminera en musique avec Jean-Michel Jarre. On vous souhaite une très belle fin d'après-midi en compagnie de Julie tout de suite. Et puis nous, on vous retrouve en live demain. Encore merci. Merci à Clarisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.